nous arrivons à Arequipa, avec la chaîne des volcans au nord de la ville. Le plus haut, le plus enneigé, le Nevado Chachani, à une altitude de 6075 mètres. Remains seated until the captain has turned off the fastest seatbelt sign and the plane has come to complete stop in its final position. Mobile telephones may be used for the approaches and never from now onwards. En nombre de la y esta tripulación nos despedimos de ustedes. Al bajar, por favor, asegúrese de llevar todos sus artículos personales y tengan cuidado de abrir los compartimentos superiores y objetos pesados. La ville d'Arequipa se situe au sud du Pérou, à 230 km à vol d'oiseau de la frontière chilienne ou bolivienne. Bien qu'à environ 80 km de l'océan Pacifique, elle s'élève à 2335 mètres d'altitude. Le volcan enneigé Chachani se retrouve en arrière-plan de la cathédrale, devant laquelle s'étend la place des Armes, point de rassemblement des Arequipanos. Et il est agréable de déambuler à l'ombre des arcades qui l'abordent, car le soleil est presque omniprésent dans cette ville où la température ne varie guère, en moyenne 22 degrés toute l'année. Mais la région est sujette aux tremblements de terre. Le dernier s'est produit le 23 juin 2001. Il aurait provoqué la mort et la disparition d'une centaine de personnes, plus de 2500 blessés. Environ 50 000 maisons auraient été détruites ou endommagées, dont la tour gauche de la cathédrale Notre-Dame. Aujourd'hui, sa blancheur témoigne encore de sa restauration en 2002. Les lauriers roses et les palmiers de la place des Armes invitent à venir s'asseoir sur les bancs et observer l'animation autour de la fontaine. Tout semble serein. Pourtant, un groupe de policiers, avec chemises et chapeaux blancs de cow-boy, veille. Ils ne sont pas les seuls. D'autres, à l'allure militaire, rôdent. Sur leur dos, il est inscrit qu'ils appartiennent à la sécurité de la ville. 2 services de police pour une population d'environ 1 300 000 habitants, pourquoi pas? Mais, même si nous sommes en période d'élection présidentielle, à la vue d'un homme appartenant à un 3e groupe, celui de la police municipale, des questions commencent à se poser. Dans les jours suivants, la campagne présidentielle s'invite autour de la place des Armes. La première banderole donne le ton. Arequipa n'a pas oublié le coup d'État de la mafia. Pour la dignité, non à Keiko Fujimori. Pour l'histoire, Keiko Fujimori, aujourd'hui candidate à la présidence, est la fille aînée d'Alberto Fujimori, d'origine japonaise. Ancien président péruvien de 1990 à 2000, il a été condamné en 2009 à 8 ans de prison pour corruption et à 25 ans pour crimes contre l'humanité. Et c'est un gros rat qui est porté en tête de cortège avec le nom de cette famille. Alors que le défilé est sous la surveillance de la sécurité de la ville, de nombreux manifestants indiquent qu'ils ne veulent plus jamais des Fujimori. D'autres dénoncent la Constitution de 1993, laissant entendre que ses auteurs sont prisonniers de la corruption.
Bientôt, des hommes casqués avec des boucliers et des armes encadrent les marcheurs. Il s'agit d'un nouveau groupe, appartenant à la police de l'Escadron Vert. Et visiblement, ils n'ont aucun rapport avec un bataillon écologiste. En fait, les membres de cette unité sont formés et entraînés contre la criminalité. Parmi les manifestants, des groupes de syndicalistes. Et sur l'une des banderoles, il est inscrit « Sans la lutte, il n'y a pas de victoire ». Reste que les plus nombreux et les plus vindicatifs des manifestants brandissent des pancartes hostiles à Keiko Fujimori et en appellent avec des drapeaux jaunes à la démocratie directe. Parmi les protestataires, l'un indique clairement que les Japonais doivent retourner au Japon. De leur côté, les partisans du professeur Sánchez Velasquista militent pour un changement de la Constitution. D'autres hommes viennent à leur tour surveiller le défilé. Étrange, ces derniers appartiennent à la police de transport en commun. Le folklore n'est pas absent du défilé, avec la présence d'un homme déguisé en roi inca. Il tient le journal de la justice. Mais revenant peut-être de faire des achats, il tient également un sac d'un grand magasin. Les participants à cette manifestation semblent, certes en colère, mais plutôt pacifistes. Reste qu'ils sont très remontés contre le clan Fujimori. Et, pour eux, le manque de démocratie. Pour eux, les influences étrangères sont en partie responsables des dysfonctionnements démocratiques. Aussi, les gringos sont invités également à retourner aux USA. Après presque une heure à tourner autour de la place des Armes, les manifestants prennent la direction des rues de la ville. Bientôt, il ne reste qu'un groupe, celui qui semble appartenir aux plus radicaux, l'organisation de la section régionale des travailleurs dans la construction civile. Cette fois, c'est une 5e formation de surveillance et du maintien de l'ordre qui entre en action. La police USA, unité des services spéciaux. Et c'est un face-à-face de quelques minutes qui va s'établir sous le regard de quelques militaires gradés. De son côté, sentant la manifestation proche de sa fin,
un homme du service de nettoyage a commencé son travail. Finalement, face à des hommes bien armés, tout se termine sans incident. La place des armes ayant retrouvé son calme nous donne l'occasion de constater l'influence vestimentaire occidentale sur certaines jeunes femmes dans un pays qui reste malgré tout très influencé par la religion. Il suffit d'observer l'une d'elles pour voir cet attachement au rite catholique, comme de se signer plusieurs fois devant un édifice religieux. En l'occurrence, il s'agit de la cathédrale Notre-Dame. Nous sommes fin mars, en pleine période pascale, où se déroulent de nombreuses cérémonies religieuses, comme des processions. Un cortège accompagne des hommes et des femmes portant un petit palanquin, avec une représentation du Christ. Sous les applaudissements et après un moment de recueillement, le palanquin, de la même forme que le porche de la cathédrale, est conduit à l'intérieur. Pour assister à la messe du dimanche, les fidèles sont nombreux. L'office terminé, nous pouvons visiter la cathédrale, qui est l'un des premiers monuments religieux élevés en 1612, mais reconstruit en 1848 à cause de nombreux tremblements de terre et d'incendies. La cathédrale, de style néo-renaissance avec une certaine influence gothique, a un autel en marbre de Carrare. Parmi le mobilier, il y a sa chaire, tout en bois, en commençant par le dais et la bavoie. Puis la cuve, formée de 5 panneaux, représentant des personnages religieux. Mais le plus étonnant est son diable ailé, avec une queue de serpent. Peut-être le seul Satan dans le monde représenté à l'intérieur d'une église. Et la surprise est grande lorsque nous constatons que l'ensemble daté de 1879 vient de Lille et a été réalisé par le sculpteur ébéniste français Buissine Rigaud. Les bas-côtés, autour de la nef et du transept, sont ornés de plusieurs statues. Quant à son orgue, imposant, l'un des plus grands d'Amérique du Sud, il est l'œuvre du facteur belge Loret.
et c'est dans des conditions mystérieuses qu'il a été offert au Pérou en 1854 par la Belgique. Alors que nous achevons la visite de cette cathédrale Notre-Dame, il faut savoir qu'elle est l'une des 70 églises dans le monde autorisées à arborer le drapeau du Vatican. Sortant par le côté nord, opposé au porche principal par lequel nous sommes entrés, c'est à la découverte d'un tout autre lieu que nous partons. C'est dans une rue étroite, la Calle Cruz Verde, au numéro 303, que se tient le petit musée d'archéologie. Il expose dans ces petites salles autour de 1000 objets divers allant de 12 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque de la colonie. Dans la première salle sont exposées des céramiques de la période formative qui débute 100 ans avant Jésus-Christ pour s'achever 10 siècles plus tard. Certaines de celles-ci, en lien avec les civilisations Wari et Tiwanaku, ont un style de décoration appelé style la Ramada, situé entre 500 et 900 après Jésus-Christ. De cette même période, nous avons un bâton de commandement et une hache en cuivre. Les nombreuses vitrines exposent des poteries en lien avec diverses civilisations de la région, comme ici celle des Quéros et leurs vases en bois de l'époque Inca. Là, des objets de l'empire Inca Tahuantinsuyu, datant du 5e siècle après Jésus-Christ. Ensuite, avec la période tardive intermédiaire, entre 800 et 1400 après Jésus-Christ, nous voilà face à la culture Churraron, héritière directe de celle de Tiwanaku. Enfin, avec le royaume d'Acari, situé à l'ouest d'Arequipa, nous avons des gens qui étaient agriculteurs, éleveurs de camélidés, pêcheurs et cueilleurs de coquillages. Et nous avons là un aperçu de leur rite funéraire. Au sud-est de la place des Armes, à environ 500 mètres, se tient le quartier commerçant avec son mercado San Camilo Luz Samos Rivera. Des vendeuses qui jalonnent les trottoirs annoncent que nous sommes à l'approche de la halle centrale. C'est sur la calle San Camilo que se tient l'entrée principale de la halle. Aussitôt à l'intérieur, nous sommes plongés dans une ambiance bourdonnante. C'est de son étage que nous découvrons le mieux ce grand marché couvert au squelette métallique, œuvre d'une entreprise locale influencée par Gustave Eiffel, auteur de plusieurs réalisations au Pérou. C'est à ce même étage que se tiennent les cantines. C'est aussi un excellent poste d'observation sur tous les étals et les stands, comme plusieurs crèmeries et fromageries.
Mais tous les commerces voisinent. Les stands de poissons côtoient ceux des fruits et légumes. Et ces derniers sont à côté des étals des bouchers. Dans le même secteur, les charcutières opèrent. Car, il est à noter, les commerces en quasi-totalité sont tenus par des femmes. On vend, mais on consomme aussi en dehors des cantines, en s'installant devant de minuscules emplacements. C'est aussi le royaume des plantes à foison, des herbes, des potions, du thé, des épices. Sans oublier les farines, les poudres, les légumineuses, les graminées. Et les chénopodiacées, comme le fameux quinoa. Muchas gracias. Pour les pommes de terre, le choix est vaste, puisqu'au Pérou et dans les Andes, on répertorie 7 espèces et plus de 5000 variétés de toutes les couleurs et de toutes les formes. Du côté des fruits, le choix est peut-être encore plus impressionnant. L'explication est simple. 60% de la partie est du Pérou correspond à l'Amazonie, soit 13% de la superficie totale de la forêt amazonienne. Ainsi, presque toutes les espèces de fruits tropicaux et autres sont aux étalages. Des cartons de fraises voisinent avec des figues, des mangues, des goyaves, des oranges, des pommes, des fruits de la passion, des bananes, des ananas, des papayes. La liste est longue.
Cette débauche de fruits fournit les ingrédients pour réaliser des punchs et des jus, avec ou sans lait, pour 8 soles, environ 2 €. Et c'est une succession de stands où officient, là encore, des femmes. Elles sont les créatrices de la composition des jus de fruits à la demande et selon les goûts. Et c'est en prenant de la hauteur que nous pouvons observer leur travail, entourées qu'elles sont de toute une variété de fruits. Et comme ustensiles, mixeurs, verres, récipients et tamis. C'est sur ces femmes, en passant en revue leurs étalages, que nous quittons le marché. Nous revenons près de la place des Armes, au numéro 301 de la calle Santa Catalina et le monastère du même nom. Le monastère Santa Catalina, construit en 1579, est le plus important édifice religieux du Pérou. Il serait même le plus grand du monde. Sa surface est de 20 462 mètres carrés, soit un peu plus de 2 hectares. Jusqu'en 1970, le monastère hébergeait 450 carmélites qui n'avaient aucun contact avec le monde extérieur, à la différence d'un couvent où les religieuses peuvent sortir. Classé au patrimoine mondial, il a conservé son architecture originale du XVIe siècle. Aujourd'hui, le public est autorisé à visiter le lieu, mais un quart du monastère, après rénovation, reste réservé à moins de 30 sœurs qui ont fait vœu de pauvreté et de silence. Nous partons à la découverte des lieux et son dédale, au cœur de cette construction massive, petite forteresse avec ses nuances d'orangé, de rouge, de bleu et une multitude de fresques. Doña María Álvarez de Carmona y Guzmán fut à l'origine de ce monastère et la première supérieure.
Décrite comme distinguée, jeune, veuve, joyeuse et intelligente, elle y attira sa fille, ainsi que les cadettes de riches familles aristocratiques espagnoles, les aînés étant voués à se marier. L'enfermement dans le monastère était bien vu, car, comme il était souvent difficile pour chaque enfant d'une famille aisée de rencontrer un bon parti, il permettait à ces jeunes filles aristocratiques de se convertir en religieuses. Mais le prix pour entrer au monastère était élevé, puisqu'il était exigé des novices une dot de 1000 pesos en pièces d'or ou d'argent remise à la communauté. En contrepartie, les recluses ne souffraient d'aucune privation. Le monastère est si vaste qu'il est semblable à une petite ville, avec ses ruelles, ses jardins et ses cloîtres. Le premier de ceux-ci est le cloître des Orangers. Les galeries sur son pourtour voient leur partie supérieure richement décorée de fresques. Elles symbolisent les différentes phases de l'âme en état de péché, jusqu'à celui de grâce finale. Cette inscription a pour titre « Emblème de l'amour divin ». Sont tellement propres à ton épouse que tu penses à autre chose. Pense aux pèlerins, parce que tu fais ta destinée dans ta profession de moine, donc dans ce marquoir je te donne ce livre imprimé. En lui, lis ton obligation. Ainsi, de nombreuses fresques mettent en scène des allégories, des illustrations religieuses ou symboliques, accompagnées de textes. Si les peintures représentent les exercices spirituels pour la perfection de l'âme de saint Ignace de Loyola, elles ont été exécutées au-dessus de cellules destinées aux religieuses professes, celles ayant passé l'étape du noviciat et formulé de vivre selon les vœux de pauvreté, obéissance et chasteté. C'est dans l'une de ces cellules que nous entrons, cellules construites par les parents des religieuses, après les sévères dommages causés dans la ville d'Arequipa lors de l'éruption du volcan Huayputina le 16 février 1600. Et c'est en 1632 que fut enregistrée la première vente d'une cellule pour 50 pesos. Nous pouvons noter un certain confort, les religieuses conservant leur train de vie, avec en outre mise à disposition d'1 à 4 servantes ou esclaves. Par l'intermédiaire de ces dernières, elles pouvaient commercer avec l'extérieur, ou encore effectuer des commandes en tout genre pour leurs propres besoins. Cette curieuse machine à carder ou presser montre qu'elle ne manquait pas d'activité. Le mobilier peut paraître rudimentaire, mais à l'époque, il correspondait à une certaine aisance. Une aisance qui pourrait être taxée de luxe en voyant cette cuisine, une pièce à part entière dépendant de la cellule. À côté de cette dernière, la salle De Profundis, lieu où étaient veillées les défuntes sœurs. Parmi ces dernières, 13, qui vécurent entre 1691 et 1884, ont un tableau les représentant après leur mort. En voici 6 d'entre elles. Au centre et au fond de la salle, 2 sortes de brancards qui servaient à transporter les défuntes. Sur l'un des autres côtés du cloître des Orangers, une cellule nous permet de mieux apprécier le confort que certaines religieuses pouvaient s'offrir.
Empruntant depuis le cloître des Orangers en direction de l'ouest la rue Malaga, agréablement ombragée par un figuier, nous parvenons devant la cellule de la mère Dolores, Yamosas. Une nouvelle occasion pour découvrir un intérieur et son mobilier. Nous avons tout d'abord une vue rapide sur la cuisine, où nous reviendrons. Le mobilier est sobre, mais fonctionnel. Pour ce qui est de la vaisselle, elle est toujours raffinée. Nous revenons sur la partie cuisine car elle tient une place importante avec son four fait de boue. Un four indispensable à la préparation de gâteaux, biscuits et autres pâtisseries pour lesquels les sœurs de Santa Catalina étaient très appréciées à Arequipa, car leurs réalisations étaient connues à l'extérieur du monastère et le produit de la vente leur permettait de couvrir une partie de leurs frais. Contiguë, la cuisine d'une autre cellule confirme l'omniprésence d'un four. À noter la présence d'un fauteuil roulant qui amène à penser que la résidente souffrait de quelques infirmités. Dans une autre pièce, c'est un tout autre siège qui se tient dans un coin. Un petit coin. À présent, nous remontons vers le nord en empruntant la rue Cordoba. Elle abrite une succession de cellules, véritables demeures, qui donnent une idée de la richesse de certains intérieurs et de leurs aménagements. Une balance laisse supposer que la religieuse du lieu avait une activité spécifique. Une activité liée au blé et à la farine, puisque cette grosse machine n'est autre qu'un blutoir, qui permettait, avec son tamis cylindrique, de séparer le son de la farine. Pour le mobilier proprement dit de la pièce de vie, il restait limité à l'essentiel. En revanche, la cuisine attenante peut surprendre par sa superficie, avec dans sa première partie un plan de cuisson. Un système pour filtrer l'eau, un four à son extrémité, voisinant avec un second plan de cuisson. Nous avons ainsi la confirmation que l'activité boulangère et pâtissière était importante au sein de la communauté des sœurs du monastère, comme le montre cette autre balance, ses poids, ses tamis et ce récipient à pétrir.
Cet appareil électrique montre aussi la fabrication d'hosties. Depuis une terrasse, nous avons une vue sur la cuisine d'une cellule, la place Zocodover et sa fontaine construite en 1735. Dans l'une des cellules autour de la place vivait Mère Rosa Maria de las Llagas y Cárdenas, qui entra au monastère en 1885 à l'âge de 23 ans. Le mobilier simple qui s'y trouve date pour les plus anciens objets du XVIe siècle. Les meubles en bois sont du XVIIIe. À côté de la chambre, nous observons un progrès lié aux toilettes. En effet, ce petit meuble était transportable. Un petit équipement sanitaire apprécié par les femmes riches d'Arequipa, car, associé à leur bagage, il permettait de répondre à leur passion du voyage, surtout vers Arica et Buenos Aires. Avant de poursuivre dans le dédale des ruelles, observons autour de la place Zocodover le travail d'une porte en bois, dont les très jolis panneaux sculptés datent du XVIIIe siècle. Nous sommes toujours dans la rue Cordoba qui abrite les bâtiments les plus anciens et les plus modernes. Toute la partie gauche, agrémentée de géranium, correspond à la fermeture du monastère depuis le 26 juillet 1970. Et derrière ce mur vivent les religieuses qui continuent d'observer dans un habitat plus moderne le même type de vie depuis 4 siècles. Côté droit de la rue sont préservées les anciennes cellules inhabitées, composées d'une pièce principale avec un mobilier plus ou moins riche. Et d'une cuisine attenante. À présent, nous parvenons à l'extrémité de la rue Cordoba. C'est au bout de cette rue qu'est exposée la statue de Sainte Catherine de Sienne. Car le monastère Santa Catalina a été dédié à cette sainte italienne du XVe siècle, ayant réussi à faire revenir à Rome le siège de la papauté. C'est dans une très modeste cellule que 2 prie-dieux permettent de se recueillir devant la statue de Sainte Catherine de Sienne. Dans le prolongement de la rue Cordoba, parvenue rue Toledo, nous découvrons une habitation avec une rigole. Ce fut la solution trouvée pour répondre aux besoins de plus en plus demandés d'avoir de l'eau courante. L'habitation suivante, composée de 2 pièces, a la particularité d'avoir l'une de celles-ci voûtée. Elle faisait office de salle à manger. Ici, une autre porte en bois, bien qu'endommagée, nous montre un travail de sculpture plus rustique. Nous pénétrons à présent dans une cellule particulière, puisque son occupante a été béatifiée par le pape Jean-Paul II lors de sa venue en février 1985. Cette béatifiée dominicaine, sœur supérieure Anna de los Angeles Monteagudo, était fille d'un Espagnol et d'une Créole. Elle avait 6 sœurs et 2 frères, et bien que sa famille occupait un rang social élevé, comme de nombreuses femmes de son temps, elle était analphabète. C'était sa secrétaire, une autre sœur, qui rédigeait sa correspondance.
En entreprenant la réforme des coutumes du monastère, elle fut l'objet de 3 tentatives de meurtre par empoisonnement, mais mourut de sa belle mort, en 1686 à l'âge de 84 ans. Pourtant, devenue paralysée et aveugle, les 10 dernières années de sa vie furent marquées par la souffrance. Elle était décrite pleine de douceur et de miséricorde, cependant, lorsqu'une chose était nécessaire, elle était inflexible. Inflexible, elle devait l'être en découvrant ce qu'elle s'infligeait, en utilisant un cilice, tunique à pointe métallique. Elle se flagellait aussi avec un fouet en métal. En parallèle de la rue Toledo, côté est du monastère, s'étend la rue Burgos, et dans l'une de ces cellules a vécu la mère Manuela del Niño Jesús Bayón. Manuela Bayón s'est installée ici le 21 décembre 1818. Parmi son mobilier se remarque un piano, fabriqué à Londres par Muzio Clementi. Pour 4000 francs, soit un peu plus de 700 €, il fut acheté par la sœur San Francisco Javier Rivero. Au bout de la rue Burgos se tient le jardin potager. En face de celui-ci, un petit bassin, le puits et le lavoir. Le lavoir est composé d'une vingtaine de jarres. Il aurait été mis en service vers 1770. La petite histoire raconte que celles qui venaient laver leur linge étaient munies d'une pomme de terre et d'une carotte. La pomme de terre servant à boucher le tuyau d'arrivée d'eau venant de la rigole centrale et la carotte étant utilisée pour obstruer le trou d'évacuation de la jarre. C'est derrière cette porte que furent enterrées les religieuses qui vécurent dans le monastère entre 1827 et 1969. Depuis cette date, lorsqu'une religieuse vient à mourir, elle est enterrée dans une crypte située à l'intérieur du monastère. À la limite nord du monastère, nous sommes de retour dans la rue Toledo. C'est la plus longue et celle qui abrite le plus de cellules. Des cellules les plus variées par leurs dimensions et leurs caractéristiques, comme nous l'avons vu lorsque nous avons découvert son extrémité sud. À présent, nous pénétrons dans une cellule qui a la particularité d'exposer une croix en fer, ornée d'une amphore grecque, entourée de 2 serpents, comme le bâton du caducée ou d'Asclépos, dieu grec de la médecine. Quant au mobilier, il est des plus simples. Laissant derrière nous la rue Toledo, nous parvenons au milieu de celle-ci, au carrefour qu'elle forme avec la rue Sevilla. La rue Sevilla est la plus belle du monastère, avec sa pente s'élevant entre 2 arches, qui produit sur ses murs rouges des contrastes marqués de lumière et d'ombre. Encore coiffée de son petit clocher, l'ancienne chapelle devenue la cuisine commune en 1871. Cette belle rue Sevilla est coupée à droite par la rue Granada, qui mène au cloître supérieur que nous visiterons plus tard.
et la rue Burgos à gauche que nous avons empruntée pour atteindre le lavoir. Passé la double porte aux panneaux sculptés, nous pénétrons dans un vestibule faisant office de petit entrepôt. Puis, nous passons par une étroite cour qui devait permettre de supporter la chaleur de son énorme four. Dans la pièce suivante sont remisés tous les accessoires utiles à la fabrication de gâteaux et de pains. Bannetons, panières, moules et autres ustensiles. Dans la salle attenante, nous arrivons dans la vaste cuisine. Là encore, dans la pénombre, nous voyons d'anciens objets et ustensiles. Pierre à moudre, et sur la margelle de la cheminée, pots et marmites. Une vieille balance à fléau voisine avec d'autres pots, marmites et chaudrons. Enfin, nous prenons la direction de la pièce suivante où se tient le puits. Dans l'obscurité et les murs noircis par la suie, nous distinguons 2 bannetons et une meule en grès pour affûter les couteaux. Dans cette cuisine d'un autre âge, nous pouvons imaginer les religieuses, s'affairant au travail dans des odeurs de cuisson et de pain. Et, à l'extérieur de la pièce, qui fut peut-être la sacristie, au-dessus de sa petite fenêtre, ornée d'un yucca, il est inscrit « Louez le Saint-Sacrement de l'autel et de l'Immaculée Conception de la Vierge, sans la tache du péché originel, José Marie Joseph ». Pour rejoindre la partie sud du monastère, nous repassons par le centre et la place Sokodover. C'est depuis celle-ci, en longeant l'enceinte est, que nous prenons la direction du cloître supérieur et de la pinacothèque. Pour l'histoire, il faut souligner qu'à plusieurs reprises, des laïcs ont vécu durant de longues périodes dans le monastère. Par ailleurs, officiellement et normalement, les religieuses ne pouvaient sortir accompagnées qu'une seule fois par mois. Nous voici parvenus au cloître supérieur, aussi appelé cloître majeur. Des 3, celui des orangers et des novices, c'est le plus grand. Et comme pour ces 2 autres, la partie supérieure des arcades expose des peintures. Il abrite aussi les confessionnaux. Au nombre de 5, ils furent construits selon la demande des sœurs, pour leur permettre de garder une vie privée.
Ainsi, assise sur l'étroit banc de pierre en retrait, la nonne recevait à travers une petite grille encastrée dans l'épaisseur du mur les conseils de son confesseur. Le cloître est joliment agrémenté de fleurs, de plantes et d'arbres, comme ce magnolia grandiflora qui, en ce début avril, commence à produire ses fruits. Dans leur encadrement de bois festonné, les 31 fresques datant de 1722 sont destinées à l'édification spirituelle et l'enseignement du religieux. Pour la plupart, elles relatent la vie de la Vierge Marie et de Jésus. Dans ce cadre apaisant, les religieuses bénéficiaient d'une vie plutôt aisée sur le plan nourriture et des activités pour l'époque, recevant dans leurs appartements, organisant même des réceptions. Mais la fin des privilèges arriva en 1871, lorsque le pape Pie IX décida de mettre un terme à la vie privée et aux cellules de luxe. Pour ce faire, il envoya la sœur Josefa Cadena, une nonne dominicaine stricte qui s'employa à restaurer quelque peu la discipline. Ainsi, certaines rejoignirent la vie communautaire et le dortoir. Ce dortoir, contigu au cloître, a été aménagé en pinacothèque à partir de 1970, date à laquelle le monastère a été ouvert au public. Il abrite aujourd'hui une importante collection de peintures et sculptures de l'école de Cusco du XVIe au XVIIIe siècle, expression majeure de la fusion des cultures incaïques et espagnoles. La production pictorale soigneusement encadrée par l'Église fut d'abord conçue comme une arme doctrinale, sorte de catéchisme par l'image pour les Indiens, les Métis et les colons. L'apologie des vertus chrétiennes était une norme morale, autant que sociale, qu'il n'était guère question de transgresser. Ici, Catalina, en audience avec le pape Grégoire XI, aborde les questions de l'Église et hérite de la coutume d'aller à Florence en tant qu'ambassadrice de la paix. En suivant ces deux carmélites, nous découvrons une partie des coulisses avec cette réserve de foin. En poursuivant, nous parvenons dans l'ancienne cuisine du réfectoire, où trône encore la cuisinière en fer, fonctionnant au charbon, au bois et autres combustibles, avant d'être remplacée par une cuisinière électrique moderne en 1953. En ressortant, en face, deux fenêtres. Celle qui est ouverte nous montre qu'elle servait à passer les plats dans la grande salle du réfectoire.
Dans celui-ci, une petite chaire, les repas étant un moment consacré à la prédication. Les religieuses profitaient aussi d'une galerie de tableaux représentant des saints. En quittant le réfectoire, nous sommes de retour dans le cloître majeur. Nous arrivons bientôt au terme de notre visite. Il nous reste à gravir les marches qui conduisent au dôme du monastère. Et c'est depuis le pied du dôme que se détache, à l'est, notre prochaine destination. Un ancien couvent au clocher rouge, devenu le musée La Recoleta. Un peu caché derrière les nuages se distingue le Misti, un volcan d'un peu plus de 5820 mètres. Sous nos pieds, la rivière Chili. Et derrière le clocher du musée La Recoleta, en arrière-plan, le stratovolcan Chachani, qui culmine à 6075 mètres. Fondée en 1648 par le père Pedro de Mendoza, cette belle construction, avec sa petite église, est l'œuvre des franciscains. Aujourd'hui, l'ensemble fonctionne depuis 1978 grâce aux réfections faites par la communauté recoletana, comme le musée La Recoleta. Ce musée est constitué de 4 cloîtres, autour desquels plusieurs salles abritent diverses collections, historiques, archéologiques, ethnologiques et celles liées à la taxidermie. Passé l'entrée, nous commençons la visite en pénétrant dans le cloître de la Loge, avec en son centre la croix de Saint-Damien. C'est par la porte donnant accès à un corridor que nous parvenons au cloître Alcantarino, qui se distingue par ses piliers et ses 26 arches simples, voire austères, mais qui offre une concision de style. Son puits central évoque le berceau du franciscanisme, tandis que ses toits forment une charmante inégalité. La grosse poterie, c'est une chomba, elle servait à conserver le vin. Ces galeries donnent sur des cellules. L'une d'elles était réservée aux novices. L'occasion de découvrir l'austérité du lieu. Si ce violon laisse entrevoir une grande sensibilité du dernier occupant, le fouet en métal au-dessus du lit montre le recours à l'autoflagellation, une forme de mortification visant à progresser dans le domaine spirituel. La cellule d'à côté, celle du supérieur, appartint à Monseigneur Fray Mariano Holguín, premier archevêque d'Arequipa. Comparé au logement d'un novice, ces objets personnels laissent voir qu'il bénéficiait d'un certain confort. Dans son bureau de travail est exposée la tenue du cardinal Juan Landázuri Riquets. Quant à sa chambre, elle témoigne qu'il gardait, malgré son titre d'archevêque, l'humilité d'un franciscain. Poursuivant notre découverte, nous longeons le cloître majeur Saint-François.
parvenir dans le plus petit, le cloître des Missions. C'est autour de ce dernier que se trouvent 2 salles dédiées à la partie amazonienne du continent. Dans la première, ethnologique, sont exposés des objets de la vie quotidienne des tribus. Shipibo, Ashininga, Mashigwenga, Bitoto et Iagua. L'une des vitrines retient l'attention par ses objets. Tout d'abord, des haches de pierre. Bien conservées, elles ne surprennent pas. En revanche, l'exposition du moulage d'un crâne fossile d'hominidés daté de 100 000 ans est une erreur grossière. Tout d'abord parce que les plus vieux crânes trouvés au Pérou l'ont été sur la côte sud, dans le désert de Paracas, et ils n'ont que 3000 ans. Donc, comme le montre cette carte, ce fossile n'a pas pu être trouvé au cœur du Pérou. Ensuite, les plus anciens restes fossiles humanoïdes sur le continent sud-américain ont été découverts au Brésil, sur le site de Lapa Vermelha, et leur datation est inférieure à 12 000 ans. 100 000 ans pour ce crâne est donc totalement impossible. Ce constat fait, nous pouvons nous consacrer aux autres vitrines. Celle, à côté de l'entrée, a des objets particulièrement remarquables. Avec cette couronne de plumes, coiffe de la région d'Iquitos. Et, en dessous, un collier, réalisé avec des crocs de jaguar. Dans cette autre vitrine, nous avons plusieurs objets singuliers. Comme ces 2 flûtes, en forme de poisson. Elles sont utilisées lors d'un rituel, pour l'abondance de la pêche. Après carapace et gros coquillages, plusieurs modèles de peignes et de broches utilisés par les tribus Kampa et Ashaninga pour un travail de filature. Au-dessus, une série de tambours de la tribu Kampa. L'autre salle, consacrée à la forêt amazonienne, expose une collection étonnante d'animaux naturalisés. Tout d'abord, des oiseaux. Flamant rose, aigrette, pucacunca ou hortalide.
puis de nombreux petits oiseaux, Paucau aropandola ou Cassicusella, de la famille des passereaux, comme le tordo maïcero. Dans une autre vitrine, parmi loriots, grives, rapaces et perroquets, le coq de roche, l'oiseau national du Pérou. Il voisine avec le perroquet amazone, à front rouge. Restant avec les oiseaux, nous avons les pivers et les toucans. Et l'oiseau emblématique du Venezuela, l'oriole troupiale. Nous quittons les oiseaux pour les petits mammifères. Ouistiti, Oslo, l'outre et le kinkajou aux dents acérées. Dans la vitrine suivante, quelques arachnaïdes et reptiles, principalement des mygales, et un anaconda. De l'autre côté de la salle, un paresseux voisine avec un fourmilier. Ensuite viennent différentes espèces de poissons et reptiles. Un poisson-chat, ou turushuki, des tortues terrestres, des piranhas aux mâchoires armées de dents aiguës, la redoutable tortue d'eau douce carnivore Mata Mata, et l'arapaima, le plus gros poisson d'eau douce d'Amérique du Sud. Enfin, des caïmans de toute taille, et des iguanes. Nous terminons cette revue du bestiaire amazonien par la vitrine qui habite différents insectes, comme des coléoptères, mais surtout une très belle collection de papillons. Ce qui s'explique par le relevé établi par des scientifiques qui ont identifié au moins 1620 variétés.
Par ailleurs, au Pérou, considéré comme ayant des zones les plus riches en espèces vivantes, il a été recensé 616 variétés d'oiseaux, 64 variétés d'abeilles, 140 espèces de crapauds, 200 espèces d'araignées et 50 espèces de reptiles. Quittant les 2 salles amazoniennes, nous retrouvons le cloître des missions. Il est ainsi appelé en hommage aux missionnaires franciscains du couvent. Le lieu est concis, presque austère, sans aucun étalage pompeux. Seul, le petit clocher de l'église répand un peu de grâce depuis le haut. Une salle a été aménagée en pinacothèque. Agrémentée de quelques meubles nourris d'histoire et qui embellissent l'atmosphère, la majorité des tableaux représentent des figures emblématiques des personnages du couvent. D'autres font allusion à la générosité et à la richesse de la vie franciscaine. De retour dans le cloître de la Loge et ses bougainvilliers, nous voyons, derrière la croix de Saint-Damien et une petite collection de cactus, une autre poterie de Chamba. Datant de 1550, elle serait la plus ancienne du Pérou. Donnant sur le cloître, nous allons pénétrer dans la salle Fernandez. Elle doit son nom aux donateurs d'objets et poteries archéologiques qui y sont exposés. Enrique Fernandez, docteur et collectionneur, avait rassemblé des céramiques des cultures Nazca, Chancay, Wari, Vicus, Chimú et Mochica. De cette dernière, quelques exemples de céramiques de la période intermédiaire, c'est-à-dire entre 100 avant Jésus-Christ à 700 après Jésus-Christ. Cette culture s'étendait sur la côte, au nord du Pérou. Au même endroit, sur la côte nord du Pérou, mais d'une période beaucoup plus tardive, entre 1000 et 1470 après Jésus-Christ, s'est développée la culture Chimú. 1470 étant la date à laquelle l'empereur inca Tupac Yupanqui conquit le territoire Chimú. 50 ans plus tard, c'était l'arrivée des conquistadors espagnols dans cette région nord du Pérou. Autre civilisation vaincue par l'Inca en 1470 fut celle des Chancay. Dans cette vitrine, 3 de leurs grosses poteries. À côté, des masques funéraires en bois avec des incrustations osseuses ou des coquillages marins. Les Chancay étaient établis sur la partie côtière centrale du Pérou. Dans la vitrine suivante, des poteries et des céramiques Vicus. Établie au nord du Pérou, la civilisation Vicus se développa entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle après Jésus-Christ. Loin du naturalisme soigné de la céramique mochica, l'art Vicus tire son expressivité dans l'assemblage de volumes et de formes simples. Située en face se trouve la salle de l'art précolombien. Sa première vitrine montre des crânes trépanés de la culture Paraca. Pour celui-ci, il est indiqué qu'il s'agissait d'un individu masculin âgé d'environ 25 ans, ayant survécu assez longtemps après 4 trépanations et une cicatrisation suite à l'extraction de dents cariées avec abcès. À côté, une très belle coiffe Wari, découverte dans la vallée de Chile, à Ochumayo,
un village situé à environ 10 km d'Arequipa. Puis un autre crâne trépané, celui d'une femme. Il montre une déformation temporelle pariétale typique chez les Paracas. La datation indique 1000 ans avant Jésus-Christ. Au-dessous, nous avons une momie d'un très jeune enfant, peut-être un garçon. Son origine est inconnue, mais l'extraction de ses organes relève d'un processus réservé aux personnages importants. Sa coiffure est surmontée de tresses. Dans les autres vitrines, de nombreux objets, des cultures Chimu, Moche, Chancay, Wari. Et encore une momie. Nous quittons le rez-de-chaussée du couvent en traversant le cloître Saint-François. Sur le mur supérieur, nous voyons la silhouette de Saint François d'Assise, donnant la bénédiction au frère Léon. L'architecture de ce cloître a une certaine majesté. Ses cyprès et sa fontaine ajoutent de la chaleur au lieu. Appelé aussi cloître supérieur, des processions y étaient pratiquées dans sa galerie intérieure lors de fêtes religieuses. C'est à l'étage que nous retrouvons la silhouette de Saint François d'Assise donnant sa bénédiction. Juste à côté se tient la bibliothèque. Le local actuel date de 1926. Ses rayons et ses étagères contiennent environ 20 000 volumes. Beaucoup d'entre eux ont été imprimés au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Ces rayons et ces étagères contiennent environ 20 000 volumes, et beaucoup d'entre eux ont été imprimés au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Ainsi, cette bibliothèque est particulièrement riche en manuscrits de toutes sortes, lettres, mémoires, documents et cartes de valeur inestimable pour l'histoire régionale et nationale. Depuis l'étage, nous apprécions mieux la vue sur la fontaine et sur l'ensemble du cloître Saint-François. Il nous reste à monter vers le clocher. Pour l'atteindre, nous passons par l'intérieur du haut de l'église Notre-Dame de Montserrat. L'occasion de découvrir dans la pénombre son style néo-gothique, datant de la construction, entre 1936 et 1940. Toutes les décorations au sol sont en marbre italien. C'est du sommet du clocher que nous quittons Arequipa, car depuis celui-ci nous avons une vue sur le cœur de la ville et sur les deux tours de la cathédrale Notre-Dame, devant laquelle nous avons débuté la découverte de toutes les richesses de cette belle ville du sud du Pérou.